Salut tout le monde, bienvenue à cette troisième vidéo dans la playlist Le design d'un jeu. Dans cette vidéo, on va parler de comment on approche un éditeur. Alors dans cette vidéo-là, plus que jamais, je pense surtout aux boîtes d'édition de jeux historiques là, comme GMT Games, Compass Games et Alouette. Là, c'est probablement différent quand vous êtes dans le mainstream puis que vous vous adressez à un éditeur encore euh, peut-être encore plus gros, je dirais, là, ou qui publie des jeux à plus grand tirage. Donc là, on va être déjà un petit peu plus niche dans les jeux historiques, là, qui est un peu le propos de la chaîne. Quand est-ce qu'on est prêt à présenter un éditeur? J'en ai parlé aux dernières vidéos. Là. Être prêt, c'est vraiment là, une question de préférence personnelle. Il y a des gens qui vont préférer là, tu sais, dès que le jeu prend forme, puis que vous avez atteint là, le minimum que j'ai parlé dans le prochain vidéo, c'est-à-dire que vous avez joué avec, il n'est pas cassé, votre cercle proche a joué avec, il n'est pas cassé, vous avez des règles d'un bout à l'autre qui couvrent tout le jeu. Euh, Vous seriez prêt, là, puis évidemment, ça va ensemble, mais vous avez un plateau, vous avez des components, là, veut pas, des cartes, des dés, whatever. Euh, Ça peut être ça, ou ça peut être 3 ans après ça. Quand je dis que c'est une affaire de préférence personnelle, il y a des gens qui vont peaufiner, peaufiner, perfectionner, perfectionner. Et encore là, je rappelle la dernière fois mon warning. Rappelez-vous que il n'y a rien de garanti qu'il y a quelque chose au bout de ça. Fait que j'espère que vous avez du fun au moins un peu, parce que tant que vous n'avez rien de signé avec un éditeur, là, peut-être que vous faites tout ça uniquement pour votre plaisir personnel puis le plaisir de vos amis proches. Je trouve qu'il y a un gros parallèle à faire avec une maison d'édition de livres. OK? Fait qu'imaginez les maisons d'édition de livres, comment est-ce qu'ils doivent recevoir des tonnes de manuscrits provenant de tonnes de personnes différentes. Ils n'ont pas le temps de tout lire ces manuscrits-là d'un bout à l'autre. Puis, par contre, ils ont ce que moi j'appelle l'expérience et le flair pour trouver quelque chose de bon, pour dénicher quelque chose de bon, puis pour voir qu'est-ce qui se démarque du lot. Puis, un peu comme il y a l'autre parallèle aussi à faire, c'est que des fois, ils vont recevoir un manuscrit de quelqu'un de connu, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a déjà publié plusieurs livres. Puis à ce moment-là, cette personne-là va tomber sur une espèce de fast track comparativement à des manuscrits là, qui proviennent de nobody qui essaient désespérément de se faire publier pour la première fois. Fait que ça, c'est le premier parallèle. Puis un deuxième parallèle au niveau de l'embauche de personnel. Fait que là, en tout cas, au Québec, je ne sais pas ailleurs, là, mais au Québec, on est dans une sérieuse pénurie de main-d'œuvre, là, fait que c'est plus un problème. Mais j'ai connu une époque, comme peut-être plusieurs d'entre vous, où c'est les employeurs qui avaient le gros bout du bâton. C'est peut-être encore comme ça ailleurs. J'ai entendu dire qu'en France, c'est encore un peu comme ça, là. Mais au Québec, là, vraiment, la balance du pouvoir a complètement changé. Depuis maintenant, toutes les entreprises ou à peu près embauchent, là, puis on s'arrache les candidats, là. Mais il fut une époque au Québec où c'était le contraire, c'était les employeurs qui avaient le gros bout du bâton. Alors, quand on voulait travailler quelque part, qu'est-ce qu'on faisait? On envoyait un CV cette fois, au lieu d'envoyer un prototype de jeu, on envoyait un CV. On envoyait des CV à des entreprises qui en recevaient énormément, qui n'avaient pas le temps d'éplucher tous les CV en détail, puis de vérifier chaque référence, puis chaque emploi précédent, puis tout le kit. Mais ces entreprises-là aussi avaient probablement un département de ressources humaines qui avait l'expérience et le flair pour dénicher les bons candidats. Et le parallèle se poursuit encore plus de dire que vous aviez des fois des candidats expérimentés qui avaient 20 ans d'expérience, qui avaient travaillé ailleurs, qui avaient fait leurs preuves, versus des candidats qui sortaient de l'école, puis qui avaient très peu d'expérience. Alors, je ramène ça à l'édition de jeux. Vous envoyez vos prototypes à des maisons d'édition qui en reçoivent énormément, qui n'ont pas le temps de lire le matériel de toutes les soumissions qu'ils reçoivent, qui n'ont surtout pas le temps de jouer plusieurs games des prototypes qu'ils reçoivent. Par contre, ils reçoivent aussi des soumissions de gens expérimentés, peut-être, qui ont certains designs derrière la cravate, et d'autres de gens qui n'ont jamais été publiés. Et ils ont eux aussi le flair et l'expérience nécessaires pour voir qu'est-ce qui se démarque du lot. Alors, il y a vraiment un parallèle frappant pour moi là-dedans. Et puis là, l'idée, un petit peu comme pour les CV, là, quand vous cherchez désespérément une job, comment faire pour que votre CV se démarque du lot? Alors là, c'est comment faire pour que votre prototype, votre jeu, se démarque du lot. Comment vous allez faire pour que parmi
les dizaines peut-être de soumissions de design que la maison d'édition reçoit, comment vous allez faire pour que le vôtre sorte du lot? C'est ce qu'on va parler un peu dans ce vidéo-là. D'abord, ça, c'est quelque chose de fondamental à comprendre, puis ça a l'air évident, mais en même temps, c'est tellement quelque chose qui nous échappe des fois, là, dans la catégorie, là, se mettre dans les culottes des autres personnes. La maison d'édition, elle est là pour faire du fric. Elle est là pour faire de l'argent avec votre jeu. C'est pas une œuvre de charité, c'est pas un organisme à but non lucratif, là, c'est pas, on n'est pas dans une business de bénévolat. On fait pas des millions avec cette business-là, là. Mais l'éditeur est de loin l'intervenant dans toute l'histoire qui va prendre le plus grand risque financier. Parce qu'une fois qu'on envoie 1000 copies à l'imprimante, puis qu'on reçoit ça dans notre entrepôt, là, ben là, c'est l'éditeur là, qui a des coûts d'engager là-dedans, là, puis qui est pris là, pour avoir la pression d'écouler ces copies-là, puis de les vendre au plus crisse pour faire son argent. Fait que l'éditeur, là, il n'est pas là pour dire ah, wow, c'est super original cette affaire-là. Ah, wow, c'est quelque chose qui n'a jamais été couvert avant. Ah, wow, c'est un beau sujet noble. Il n'est pas là pour apprécier votre jeu là, de manière subjective puis d'en apprécier les qualités ésotériques. Il est là pour dire est-ce que je vais faire du fric avec ce design-là? Est-ce que ça va se vendre? That's it. Puis malheureusement, là, c'est un peu le reality check, là, puis c'est là qu'on peut descendre du nuage des fois ou tomber du nuage des fois, là. Mais, mais l'éditeur est là pour faire de l'argent. Alors, il est là pour en vendre le plus de copies possible. Alors, surprenez-vous pas si à un moment donné, l'éditeur vous dit, ben, je sais pas, c'est un jeu à deux, on peut-tu en faire aussi un jeu à trois, un jeu à quatre? Bon, my God, il veut travestir mon design, de quel droit qu'il fait ça? Ben, Callis, il essaye d'en vendre le plus de copies possible. Parce que veut pas, un jeu à deux seulement, vous allez perdre du monde. Un jeu qui est bon à quatre, vous allez perdre du monde aussi. Fait que c'est normal, les maisons d'édition essayent de ratisser le plus large possible, quelle qu'elle soit, pour être capable de faire le plus d'argent possible. Ils sont dans cette business-là pour ça. Bon, évidemment, les soumissions de prototypes là, dans le monde d'aujourd'hui, ça va se faire de manière informatique. Là. On n'est plus à l'époque où est-ce que vous deviez expédier par la poste là, un prototype imprimé de votre jeu là, pour que l'éditeur là, déballe une grosse crise de boîte chez eux puis commence à installer ça sur une table pour regarder ça. Là, ça se fait de manière informatique. Un lien Dropbox, un lien OneDrive avec tous vos documents dedans, un gros fichier zip avec tout votre stock dedans. Au minimum, là, assurez-vous là, que vos trucs sont bien identifiés à l'intérieur de votre fichier. Là, là, si vous envoyez un paquet de fichiers, là, ben, là, les règles, le board, le player aid, les cartes, là, vraiment, puis enlevez enlevez la crap, mettez ça clair, mettez des instructions, peut-être le premier fichier, c'est l'équivalent d'un lisez-moi, read me first, pour que la personne sache un petit peu où s'en aller. Dites-vous que la personne va ouvrir ça sans que vous soyez à côté, puis par-dessus son épaule en train de la conseiller. Là. Fait que ça, disons que c'est quelque chose d'assez important. Euh, bon, puis là, c'est encore là, je suis là pour vous brosser un petit peu. Là. Ils imprimeront pas votre matériel. Ils joueront pas à votre matériel non plus. Puis là, vous pouvez être scandalisé, puis dire ah, Chris, il a refusé mon design, je suis sûr qu'il n'a pas bien compris. Il y en ont plusieurs, c'est pas de leur faute, puis la plupart de ces gens-là, ils ont une job à temps plein qui n'est pas de l'édition de jeu. Puis leur maison d'édition de jeu, souvent, c'est comme on dit en bon québécois, un sideline. C'est quelque chose qu'ils vont faire sur le tas, ils vont faire ça par les soirs, par les fins de semaine. Fait qu'encore là, je répète, c'est votre bébé à vous, là, mais l'éditeur vous doit rien. L'éditeur va checker vos affaires en diagonale bien souvent pour avoir une première impression. Là. Puis non, il ne jouera pas 10 games de votre jeu avec ses bodés là, pour venir à bout de se faire une meilleure idée. Petit conseil aussi que je vous donne, ne polluez pas votre jeu avec un paquet là, de ce que moi j'appelle des what if, là, puis des changements potentiels, puis des améliorations potentielles. Encore là, ça fait partie de l'expérience puis du flair que je parlais au début. Les éditeurs le voient, ce potentiel-là. Là. Fait que je vous donne un exemple. Dans votre design de jeu, commencez pas à dire ben ici, si vous voulez, on pourrait agrandir le board puis faire telle affaire. Puis ici, si vous voulez, on pourrait peut-être inclure un troisième joueur. Puis ici, si vous voulez, on pourrait raccourcir le jeu un petit peu. Puis cette phase-là, si vous voulez, on pourrait l'enlever.
L'éditeur, il sait que le jeu n'est pas final. Il sait qu'il va y avoir du développement qui va être fait. Il sait qu'il peut, s'il décide de vous engager ou de vous signer un contrat, il sait qu'il peut vous envoyer dans une direction ou à une autre. C'est pas à vous autres à commencer à parler de toutes les possibilités, là. Comme je dis, ces gens-là les voient, ces possibilités-là, là, ils ont du vécu, là, puis ils sont capables là, si jamais ça devient sérieux, inquiétez-vous pas que vous allez avoir ces conversations-là avec eux autres. Bon, essayez, là, c'est encore là, le lien est frappant pour moi avec, avec les candidatures à l'emploi, là. Essayez d'avoir quelque chose, une présentation de votre kit. Ça peut même être une vidéo, tu sais, dans le monde d'aujourd'hui, là, mais tu sais, essayez de démontrer, même si c'est le cas, que vous n'avez pas juste spammé votre design à un paquet de maisons d'édition en attendant que la première qui vous rappelle, vous allez l'accepter. Une façon de faire ça, c'est de dire, bon, pourquoi vous aimeriez être publié par cet éditeur-là? Comment trouvez-vous que votre nouveau design fit dans leur catalogue? C'est important, ça. Chaque éditeur a comme sa couleur, a comme sa personnalité, si on veut, sa niche. Puis de dire, hey, j'ai vu que vous n'aviez pas de jeu, par exemple, sur tel sujet, contrairement à beaucoup d'autres maisons d'édition de jeux historiques. Alors, je trouve que ça viendrait combler un vide intéressant dans votre catalogue. Je trouve ça, tu sais, essayez de montrer, là, vraiment, là, votre package reste pareil, mais pour chaque éditeur, vous incluez un petit quelque chose qui démontre que vous vous êtes intéressé à eux autres, puis vous êtes vraiment intéressé à être publié par eux autres. Puis encore là, vous essayez de vendre à quel point votre jeu irait fitter dans leur philosophie globale. Encore là, parallèle frappant avec l'embauche. Si vous pouvez avoir une plug, comme on dit en bon québécois, là, une plug de quelqu'un là, pour mettre votre design, comme on dit, sur le dessus de la pile. OK? Alors imaginez là, un endroit là, qui embauche des dizaines de personnes par semaine, puis qui reçoit des centaines de CV par semaine. Si quelqu'un arrive, par exemple, puis dit hey, tu sais, mettons, quelqu'un qui est réputé dans cette entreprise-là arrive, puis dit hey, ce candidat-là, je le connais, j'ai travaillé avec ailleurs, c'est quelqu'un de super efficace, vous devriez le convoquer en entrevue, puis tout ça. Mais c'est certain que ça donne du poids. Ça permet de prendre ce CV-là parmi la centaine qui se trouve sur la pile, puis vraiment de le démarquer du lot. Alors, vous essayez d'avoir quelque chose comme ça aussi là, dans le cadre du design de jeu, là, même si c'est pas facile. Là, je ne veux pas être floodé de 56 000 affaires. Je, je peux être cette plug-là, moi, pour GMT Games. Et même à la limite pour Compass Games. Je pense que j'ai une bonne réputation auprès de ces deux maisons d'édition-là. Mais ceci dit, moi-même, je ne peux pas abuser de ce power-là. Vous comprenez que si j'arrive à tous les 2 jours à GMT, puis que je dis, hey, ce design-là est écœurant, ce design-là est écœurant, ce design-là est écœurant, un moment donné, c'est comme crier au loup. Là. Ils vont dire, bon, ben Marco plug tous ses chums chez nous, là, puis là, un moment donné, son jugement n'a plus aucune valeur. OK? Fait que, faut faire attention. C'est comme donner sa recommandation à quelqu'un. Vous avez une seule parole, vous avez une seule, comme je dis, la réputation. Puis si vous recommandez à peu près n'importe quel candidat pour n'importe quel poste, puis que ces candidats-là finissent tous par se planter, bien, à un moment donné, votre opinion ne vaudra plus rien. Là. Puis contrairement au monde de l'embauche dans le milieu d'emploi, le monde de la maison d'édition de Wargame, surtout, c'est tout petit. Là. Fait que moi, je peux quand même brûler ma réputation assez vite en recommandant des designs à gauche puis à droite. Mais, encore là, je pourrais être cette personne-là. Oubliez jamais que même GMT Games, qui est peut-être la- l'éditeur de jeux historiques qui en publie le plus, ils en sortent aujourd'hui peut-être un ou deux par mois sur le P500. C'est crissement pas beaucoup. Ils doivent recevoir peut-être, je sais pas, 5 designs par semaine. Fait que, tu sais, sur les 20 qui reçoivent, il n'y a que 10% qui passent. Là. C'est pas beaucoup. Là. Je veux pas être décourageant, là, mais comme on dit, beaucoup d'appelés, peu d'élus. OK? Fait que, et dans le monde d'aujourd'hui, c'est pour moi un must de fournir avec votre package électronique soit un module Vassal ou un module de Tabletop Simulator. Une façon là, pour la personne, euh, on est tous pareils. Tu sais, on rouvre une boîte, on sort le livre des règlements, on sort les counter sheets, on sort les cartes, on défait tout ça. Puis là, qu'est-ce qu'on fait là, quand on est dans le jeu physique? On déplie le board sur une table, on a toutes les composantes proches, puis à mesure qu'on lit les règles, on check les affaires, là, puis on se familiarise avec les composantes. La façon électronique de faire ça, c'est avec un module Vassal ou un module de Tabletop Simulator. Pour moi, déjà, c'est une façon que votre jeu ait une petite coche de plus. Oui, encore là, ces gens-là
ils seront pas arrêtés par ça. Si vous n'avez pas ça, ils sont capables, comme je dis, d'ouvrir les fichiers et puis de se retrouver. Mais définitivement, là, vous pouvez être certain que s'ils voient un module Vassal ou TTS, là, ils vont ouvrir ça pendant qu'ils consultent votre matériel, puis ça va beaucoup les aider à se faire une idée de c'est quoi votre jeu, là. Ça peut arriver, encore là, c'est l'équivalent d'une entrevue d'embauche, mais ça peut arriver qu'ils vous appellent ou qu'ils vous contactent pour setuper peut-être une visioconférence avec vous, prendre une demi-heure, une heure. Là, ça veut vraiment dire que vous avez passé une étape de plus. C'est pas tout le monde qui font. Ils font pas ça avec tout le monde. Fait qu'ils ont passé à travers votre truc. Ils sont pas prêts à vous signer un chèque en blanc et un contrat, là. Mais là, ils sont prêts à vous parler, ils ont des questions, ils veulent savoir, tu sais. Fait que là, ça, c'est bon signe en hostie, là. C'est là que l'excitation commence, le build-up d'excitation commence à se faire, là. Mais là, vous allez dire, hey, Chris, là, ça y est, ça commence à devenir sérieux. Là. Puis là, vous allez être nerveux en hostie lors de cette visio-là. Mais tu sais, répondez à leurs questions, vendez votre jeu, montrez vos affaires, faites vos arguments. Là, vous avez une chance unique en personne, entre guillemets, là, de faire valoir vos points, là, puis d'essayer là, justement là, de les convaincre là, de passer à l'action. Puis là, c'est surprenez-vous pas, il y en a qui vous répondront pas. Il y en a que vous allez les relancer deux, trois fois, vous n'aurez pas de nouvelles. Je reviens là-dessus. C'est du monde occupé, c'est du monde qui ont comme on dit, là, une day job. C'est des gens qui font pas ça à temps plein, là. Il y a très, 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 très peu de gens qui vivent de ça et qui font ça à temps plein. Fait que je le sais que c'est frustrant. Des fois, le timing est tout simplement pas bon dans le sens où la maison d'édition a déjà deux, trois projets en cours, puis pour l'instant, ils acceptent rien d'autre, fait qu'ils donnent même pas suite aux soumissions qu'ils reçoivent. La bonne nouvelle, c'est quand même leur intrant, tu sais. Les maisons d'édition, là, pas de soumission de design, ils font plus rien. Fait que perdez pas espoir, ça m'est arrivé d'avoir des réponses après un crise de bout, que moi-même j'avais quasiment oublié que j'avais contacté cette maison d'édition-là. Fait que des fois, ils repassent à travers leur backlog, puis ils vont redonner des nouvelles aux gens, là. Fait que c'est comme je dis, là, de ne vous découragez pas. Euh, j'ai participé à des concours, ça existe encore, mais je vous dirais, là, pour les jeux historiques, là, c'est so-so, là. J'ai participé à des concours là, avec, tu sais, là, regardez comme faut les paramètres du concours, puis qu'est-ce que ça implique. Regardez les gagnants des éditions précédentes pour voir si votre jeu fit là-dedans. Tu sais, je vais vous donner un exemple. Il y avait un concours, je pense, au Québec. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelait, les Dragons d'or, je pense, ou je sais pas quoi. Je pense que ça n'existe plus. Anyway. Puis là, tu sais, tu check, puis là, tu vois que, bon, la majorité des jeux, tu sais, les, ceux qui étaient comme qualifiés, là, tu sais, là, ils recevaient un petit tas de propositions, là, puis là, ils faisaient un tri là-dedans, puis un premier filtre là-dedans. Puis ceux qui passaient cette première coupe-là étaient invités après à une espèce de salon du jeu. Puis là, il y avait une table, puis ils pouvaient faire la démo de leur jeu. Mais tu sais, moi, je peux pas arriver avec Prelude to Rebellion, qui est un jeu à deux, qui dure 3 heures, puis que ça prend genre trois quarts d'heure à expliquer les règlements. Je peux pas arriver dans une petite journée où est-ce que le monde font juste virer en rond, là, puis s'arrête 2 minutes à ta table pour regarder ça. Là. Tu sais, les autres jeux qui étaient comme en compétition, c'était des jeux courts, 15 minutes, 2 minutes, on explique, 5-6 personnes peuvent jouer d'une shot. Ça, là, tu peux faire du tapage avec ça, là, puis tu peux amener du monde là, dans un événement de la sorte. Mais disons, les jeux historiques là, qu'on joue d'habitude un contre un, là, assis un en face de l'autre, puis il n'y a pas un bruit, là, c'est pas des bons candidats pour ces événements-là. Là. Fait que, disons, au niveau des concours pour les jeux historiques, là, c'est plus moyen. Là. À moins que quelqu'un en connaisse un là, qui m'échappe, là, vous pourriez en parler dans les commentaires, mais moi, quand j'avais regardé, là, c'était très ordinaire. Par contre, une affaire qui est très bonne, mais je suis conscient que ce n'est pas à la portée de tout le monde, c'est ce que j'appelle les grandes conventions. Fait qu'en fait, chaque éditeur de jeu, ou presque, sponsorise sa convention annuelle. Alors, il y a le Compass Games Expo. Au moment où j'enregistre cette vidéo-là, là, on est le 21 novembre 2022, là, l'expo de Compass Games est toujours justement au mois de novembre. Je pense que c'est la deuxième fin de semaine de novembre. Elle vient de se terminer. Là. Fait que ça, une petite grosse expo de 4 jours, je pense, c'est au Connecticut. Là, comme je dis, c'est pas à la portée de tout le monde, mais tu sais, des fois, on se dit, ah, j'aimerais ça aller à Gen Con ou j'aimerais ça aller à une convention. Mais tant qu'à aller à n'importe quelle convention random, si vous avez un ou deux designs de jeux que vous pensez qui seraient bons pour cet éditeur-là, allez donc à cette petite convention-là. Parce que là, l'état-major de Compass est là pendant 4 jours de temps. Là.
4-5 jours de temps. Fait qu'ils se promènent dans les tables puis tout ça. Puis là, vraiment, vous pouvez créer des liens, avoir les gens en face à face, leur montrer votre stock puis tout ça. C'est une occasion en or. GMT fait ça aussi. Il y a GMT East qui existe, là, que comme son nom l'indique, est plus dans l'est des États-Unis, là, l'État de New York, je pense. Puis il y a le fameux week-end de GMT dans leur entrepôt, là, qui encore là a eu lieu récemment. Là. Je pense que c'est au mois d'octobre, ça. C'est peut-être 2 fois par année, ça, GMT à The Warehouse, qu'ils appellent. Là. Fait que, ils jouent des jeux, là, ils clearent un peu l'entrepôt, là, puis là, tout le monde joue à des jeux dans l'entrepôt de GMT. Puis encore là, tout l'état-major de GMT est là. C'est une fucking occasion en or, même si vous êtes un nobody, de faire découvrir des designs. Je suis conscient que c'est pas évident. OK, rapidement, euh, les avantages et les inconvénients d'utiliser des systèmes existants. Je veux parler de ça, là, les coins, puis le nouveau système de Volco. On dirait que dans les deux cas, c'est Volco qui est à l'origine de ça, là, Levy and Campaign, là, Nevsky, Almoravid et compagnie. Là. C'est des systèmes qui ont donné naissance, là, qui ont probablement là, décuplé les soumissions de design de par le monde. OK? C'est épouvantable. Euh, Pourquoi c'est si attrayant de dire Hey, je vais designer un coin? Ben, la base est faite. Vous avez quasiment la moitié de votre rulebook décrit sans même lever le petit doigt. Parce que la grande majorité des coins, là, la séquence de jeu, le fonctionnement de base, là, puis tout le kit, là, puis même certaines opérations, puis certaines special activities, là, ça existe déjà. Fait que vous avez la moitié de votre rulebook décrit si c'est pas plus. Vous vous dites, Chris, ça va pogner, toutes les coins, ils pognent. Puis vous vous dites, l'éditeur va se dire, ça va pogner parce que toutes mes coins que j'ai sortis à date, ils ont pogné. C'est vrai. Hélas, tout le monde fait ça. Vous n'êtes pas le seul, imaginez-vous donc, à penser à ça dans votre sous-sol. Puis à dire, Chris, va faire un coin, si je vais me sauver de la job de rulebook, je pars avec un système solide, j'envoie ça à GMT, ils vont sauter là-dessus. Jason, là, le chef du développement chez GMT, là, si je me rappelle bien, m'a dit que GMT reçoit 1 à 2 coins par semaine. OK? Steady puis égal. 1 à 2 designs de coins par semaine. Puis là, vous vous dites, ouais, mais il en publie en crise. Ouais. Bon, ben, j'ai fait un petit calcul, là. Si on compte ceux qui sont sur le P500, là, on est à 15-20 coins, peut-être, qui vont avoir été publiés en date d'aujourd'hui, là. Puis ça fait 12 ans, genre, que le système existe, là. Fait que ça donne à peu près 2 coins par année. Je répète, ils reçoivent 1 à 2 designs de coins par semaine. OK? Fait qu'ils en reçoivent genre entre 50 et 100 par année, puis ils en publient 2 par année. Fait que vous pouvez y aller vers le coin puis vers le Levy and Campaign, là, mais vous n'êtes pas tout seul, imaginez-vous donc, avoir eu cette idée brillante-là. Là. Fait que c'est petit warning là, que ça a des avantages, c'est certain, mais ça a des inconvénients. Là. Dans le coin puis dans le Levy and Campaign, on est quasiment dans du mainstream, là, un peu comme des euros. Là. Vous augmentez énormément la compétition euh, que vous allez avoir là, par rapport à qu'est-ce qu'on choisit. Là. Et en terminant, qu'est-ce que je voulais vous montrer? C'est ça ici. Fait que quand je parlais des fois d'avoir une petite plug, d'avoir un petit quelque chose, là, moi j'étais allé rencontrer le Gilles Laporte, là, historien et président du mouvement national des Québécoises et des Québécois, professeur aussi au Cégep du Vieux-Montréal, puis il doit être professeur à l'université aussi, en tout cas. Le style maniaque des patriotes, là, puis la personne au Québec qui en connaît le plus. J'étais allé le rencontrer en personne, j'étais allé y présenter mon proto. Et mon but que j'avais obtenu, c'était qu'il m'écrive une lettre de recommandation qui attestait comme quoi c'était un jeu historique excellent. Puis rappelez-vous, la maison d'édition est là pour faire du cash. Alors dans ce paragraphe-là ici, Monsieur Laporte disait qu'advenant le fait où le jeu serait publié en français, évidemment, lui étant là, comme il dit là, organisateur de nombreuses commémorations annuelles, puis il donnait des prix du mérite en histoire. Mon organisation doit régulièrement remettre des prix à des jeunes méritants et à des militants. Il ne fait pas de doute que, advenant que le jeu soit commercialisé, se porterait acquéreur de plusieurs exemplaires par année afin notamment de les remettre en guise de prix lors de nos événements annuels. Au-delà de sa recommandation comme spécialiste du sujet, j'allais chercher l'aspect un peu financier de dire, puis il me bullshitait pas, là, il me disait, gars, on va en prendre nous autres tant de copies par année. Fait que ça assure à l'éditeur là, un flot de vente de copies au besoin. Puis là, tu sais, le nom de Gilles est là, son numéro de téléphone est là, ses coordonnées sont là. Fait que, tu sais, encore là, le gars se commet, le gars se mouille
un peu en support de mon jeu. C'est certain, si vous pouvez avoir des plugs comme ça ou des trucs du genre, là, ça peut définitivement vous aider. Ah, ma foi, je m'arrête là-dessus. Si on pourrait en parler pendant bien longtemps, mais j'essaye de chunker mes vidéos en des portions écoutables, là. Next up, on va regarder plus en détail le mode de fonctionnement de Compass Games puis de GMT Games, deux éditeurs avec lesquels je suis extrêmement familier à partir du moment où vous signez votre contrat. Comment ça se passe avec ces deux éditeurs-là? C'est quand même extrêmement différent leur façon de fonctionner. On va dire, il y en a un qui est très hands-on, puis il y en a un qui est très hands-off sur le design. Je pense que vous savez lequel est lequel, mais bref, on couvre ça dans une prochaine vidéo. À plus!